Quand Cyril Veillon nous a contactés durant l'été pour nous demander si on était intéressé à participer à l'exposition, c'était d'emblée oui. Et puis ensuite, quand il m'a posé la question quelques temps après si j'étais d'accord de prendre parole, j'ai dit aussi oui. Et puis ça, c'était, je dirais, un oui dans la lancée, peut-être aussi par distraction ou bien par reconnaissance à l'école. Mais après, quand j'ai reçu la liste des 4 preneurs de parole qui allaient suivre cette exposition, là, j'ai commencé à flipper et à me dire, mais somme toute, je suis la seule étudiante parmi un assistant, un critique et un regard extérieur. Et je me suis dit, ben oui, j'ai toute la charge de représenter la masse estudiantine. Et en fait, j'ai absolument pas envie de représenter la masse estudiantine. Je suis seulement, je dirais, une ancienne étudiante de Luigi Snodzy, de la première volée, qui avait fait un acte politique d'aller assiéger la direction de l'EPFL pour demander que Luigi Snodzy soit invité. Moi, j'avais suivi encore son semestre ou son année quand il était, je pense, professeur invité. J'étais certainement une étudiante totalement médiocre, en tout cas dans la moyenne plutôt, je dirais, et je pense que Luigi ne se rappelle peut-être même pas de moi. Pourtant, moi je me rappelle bien, et là je vais passer, ah zut, et voilà, j'ai déjà fait la première bêtise. Moi je me rappelle bien de cette année qu'on avait passé à parler de la gare de Locarno, tout en fumant passivement. Si je me rappelle bien, c'était des gauloises jaunes. Bon, tout cela est dit sans nostalgie parce que ce n'est pas vraiment de ma nature de regarder en arrière. Je préfère le présent ou le futur. Et je dois dire que j'aime le présent parce qu'on s'amuse actuellement beaucoup. Je dis « on » pour nous parce que j'associe bien sûr Denis Veufray, comme l'a dit Inès, qui est mon partenaire de travail et de vie. Et j'associe aussi tous nos collaborateurs qui nous aident dans cette tâche. En fait, ce soir, j'aimerais présenter quelques projets et au travers d'eux, quelques thèmes. Volontairement, je n'aborderai que certains aspects par projet. J'aimerais aussi parler de stratégie, parce que notre métier, pour arriver à l'exercer, parfois, il faut vraiment faire preuve de stratégie. Les projets présentés ont pour cadre tous le Valais et sa topographie particulière. Et certainement qu'on peut identifier des modes de réflexion ou d'appréciation des thématiques, comme des traces de l'enseignement de Luigi Snodzy. Et peut-être que vous direz qu'elle n'a vraiment rien retenu de ces années EPFL. Voilà, d'accord. Je prends le témoin d'Olivier Fazan, de sa conférence d'il y a 15 jours, pour débuter par le Bouvray. Le Bouvray est cette étude remarquable de Luigi Snodzy pour essayer de mettre de l'ordre dans ce chaos de construction que présente cette station balnéaire. Et je me rappelle très bien de cette étude dans le sens qu'avec peu de moyens, en fait, si on comparait les deux plans de zone, celui qui est actuellement en vigueur puis celui que proposait Luigi après cette étude, en fait, il travaillait vraiment avec les pièces. Et puis, en changeant, en bougeant certaines parties, il arrivait à remettre une solution vraiment efficace et qui donnait un certain ordre. Malheureusement, ça a été une action perdue, dans le sens que politiquement, ils n'ont jamais été capables de le comprendre, de le défendre. Je ne sais même pas dans quelle mesure ça a été présenté à la population. Bref, le mitage des villas a continué. Et le chaos est total dans cette commune. Nous avons réalisé au Bouvray l'extension de l'école primaire qui prenait place en fond de pente. Donc ici, déjà agrandi par un projet de Giorla. Et puis ensuite, le terrain mis à disposition était cette portion du terrain. Donc effectivement, c'est une partie, on est déjà dans la plaine. On est pris entre le petit ruisseau de la Bouvrette et puis les voies de chemin de fer. Donc un terrain assez particulier qui avait encore une destination un peu industrielle, mais qui tranquillement était en train de se vider de cette substance industrielle.
Le projet était de deux parties, je dirais, enfin un programme plutôt. Il s'agissait de construire 6 salles de classe primaire, et puis une bibliothèque communale et une garderie. Alors nous, en fait, on a proposé de scinder ce programme en 2 bâtiments, et puis de rajouter, en fait, le long des voies de chemin de fer, 2 wagons supplémentaires, un qui contenait la bibliothèque et garderie, l'autre les 6 salles de classe. Et avec ce moyen de définir simplement, de border ou de donner une limite, mais seulement sur un côté. Du côté de la bibliothèque, ça définit le préau public, et puis du côté de l'école, le jardin de l'école. Ce n'est pas vraiment une limite à cet espace, mais plutôt comme un temps d'arrêt sur un paysage qu'on ressentait nécessaire d'être continu. Donc, la garderie sur le bas avec la bibliothèque, et puis les salles de classe sur le haut. Et puis cette impression que le paysage devait continuer, on est là seulement sur un temps d'arrêt, on ne définit pas plus, et on laisse passer ces wagons. Ensuite, avec ce projet, bien sûr, ça sortissait toute une idée d'aménagement de toute cette zone, donc entre l'école et puis la gare. Là, il y en avait des entrepôts qui étaient démolis. Et là, on avait fait cette proposition toujours dans ce sens d'amener cette même fluidité, cette continuité, de travailler avec une série d'aménagements qui étaient en strates, qui étaient toujours dans ce sens parallèle. Donc, ces aménagements, ça pouvait être des surfaces de plantes, ça pouvait être des surfaces de jeux, des surfaces d'exposition, parce qu'il y avait encore tout un concept de village consacré à des thèmes de l'eau, etc. Enfin, ça devait être un musée lié au Mésoscaphe. Qui devait venir là. Enfin, pour finir, ça ne s'est pas fait. Une partie de ces aménagements se sont faits dans le sens qu'on a construit cette route. Donc, on a redimensionné cette route et puis déjà quand même préparé tous ces terrains de sport, etc. Et puis, c'est clair qu'avec un tel aménagement accepté, ça supposait qu'il devait y avoir quelques décisions prises, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il fallait dire que les voitures n'allaient plus, qu'on faisait cette route étroite justement pour dissuader tout le trafic et que c'était seulement un trafic occasionnel. Et puis la commune n'a jamais eu le courage de dire on arrête avec les voitures là, on supprime tout le parcage, ils ont laissé faire et du coup bien sûr que tout le concept devient complètement caduc puisque la route n'est pas dimensionnée pour cela. Donc effectivement maintenant les CFF vendent leurs lignes, leurs voies ferrées qu'ils n'utilisent plus. Donc ça signifie que la commune va réorganiser un concours pour réagrandir la route et puis mettre un barrage de voitures là au milieu, ce qui est fort dommageable. Pour ce concours, elle ne nous a pas invités, donc on s'est dit, on est comme Luigi, on a un point commun, dans cette commune, on n'a rien à y faire. Donc toutes les communes ne sont, je dirais, pas aussi ingrates ou inattendues. Là, on remonte déjà un petit peu la vallée, on est à Vouvry. Là, la commune de Vouvry a pris la décision de racheter un terrain qui était une ancienne usine sur le haut du village, une des premières usines industrielles, enfin une des premières vraiment industries du Valais, une fabriquait du carton. Et puis cette usine était partie en faillite. Et la commune a décidé de racheter ce terrain qui est quasiment qui est dans la continuité de la Grand Rue, pour donner l'occasion de réfléchir à un autre type d'habitat que la maison individuelle, qui a à peu près mité tout le coteau de Vouvry, et offrir une solution différente, aussi plus dense. Donc elle a organisé un concours de projets, et c'était dans le but en fait qu'après passe un plan de quartier, et puis ensuite elle vendait le projet et le terrain à un investisseur pour la construction. Donc Vouvry est la route principale qui remonte le Valais, et puis l'ancien village avec sa rue dense qui est le nom ici. Ensuite, on a un peu une partie en trou. Et on a ce terrain qui était ce site, cet ancien site industriel, donc vraiment dans la continuité, avec à la fin une usine électrique et puis un ruisseau qui redescend depuis la montagne. Donc pour ce projet, on s'est positionné en se disant qu'on voulait construire qu'on s'est inspiré de la Grand Rue de Vouvry avec ses géométries régulières, mais en même temps, on s'est dit qu'il faut s'en détacher vu que ce ne sera jamais une rue, puisqu'en face, on a déjà tout ce quartier de maisons qui existe.
Donc à la fois, on s'est dit, on s'inspire de cette rue et en même temps, on s'inspire de la nature qui domine tout ce site. Donc on a sorti une espèce de forme qui est à la fois irrégulière, qui est comme si on avait façonné un morceau de nature et qui se rapproche aussi, qui rappelle certaines irrégularités de la Grande Rue. Les toitures sont tournées dans l'autre sens et en fait on a une espèce de serpent organique qui descend ce coteau. Donc c'est une suite de maisons mitoyennes avec une série d'appartements sur le bas et puis on a tout un système de parking qui est dessous pour éviter toute voiture sur le dessus. Et puis la façade, on l'avait pensée en s'inspirant directement des coteaux qui dominent ce site. Donc on proposait une espèce de pixelisation d'une façade en reprenant des couleurs des vignes à cette saison présente, l'automne. Voilà, là on voit à la fois cette continuité, mais en même temps cette rupture morphologique, et puis cette inspiration comme si on avait repris un morceau de cette nature qui domine le site pour en faire ce bâtiment. Rurbanité, c'est le mot qu'on a choisi pour définir notre champ, enfin notre lieu de jeu, le Chablais, dans le sens que on n'est plus en campagne, on n'est pas encore en ville. On a une très très grande hétérogénéité qui, je dirais, encore s'accentue actuellement. On trouve des quartiers de villas qui peuvent être à côté d'usines importantes. Là, c'est une raffinerie extrêmement lourde en bruit, en pollution et en odeur. Mais on n'hésite pas à laisser encore des quartiers d'habitation à côté. On a des parties encore de campagne en exploitation agricole qui ajoutent des quartiers d'habitation ou des usines, etc. Donc, d'où ce terme urbanité. Quand on a décidé de construire notre bureau et logement, donc justement à Montet, on était intéressé par cette hétérogénéité. Donc, la première chose qu'on a fait, on a cherché un terrain qui pouvait résumer ce fait. Et en fait, on l'a trouvé le long d'une des routes qui entre à Montet, donc qui va de Colombey à Montet, où justement, le long de cette route, on trouve de tout. Un centre commercial, on a des immeubles des années 60 de 8 étages, on trouve encore des petites maisons familiales, des espèces de maisons multifamiliales, stations-service, garages, etc. Aussi une vieille ferme abandonnée. Voilà, et on s'est mis dans ce contexte, avec un volume qui, je dirais, essaye de s'affirmer de manière, avec très peu de moyens, mais qui parle déjà de ce contexte. Donc sur rue, on a un plan qui se déforme. Sur rue, on a une façade large. Et puis, telle qu'on la voit ici, on essaie vraiment de se tirer au maximum par rapport aux limites possibles. Et sur l'arrière, sur chalet, je dirais, on a traité la façade la plus petite possible. Et puis ensuite, pour exprimer le fait qu'on est au bord de cette route, on a fait comme cette espèce de geste qui se jette en avant, qui vient s'exposer, avec ce porte-à-faux qui sert aussi de carporte. Et puis, je dirais après tout, ce n'est pas une barrière d'une propriété privée, mais c'est une glissière. Pour le revêtement de façade, en fait, on a travaillé sur deux plans. Ça nous intéressait d'avoir cette ambiguïté. À la fois, c'est un objet qui reste quand même insolite dans ce paysage urbain qu'on a vu tout à l'heure, et en même temps, avec ce choix de ce carrossage, on se fond complètement dans le paysage arrière, dans cette forêt. Donc, à la fois, on est très présent et à la fois complètement absent. Et puis, notre présence se remarque aussi par rapport, d'un coup, on recompose le paysage, on reflète les montagnes en face, alors que toute la façade reste noire, reste presque dans un fondu enchaîné. Sur l'intérieur, donc, on a au rez-de-chaussée, on exprime les deux programmes. On a la double entrée, donc ici à l'appartement, ici au logement, ça cache d'escaliers séparés. Et puis ensuite, on travaille de manière extrêmement simple, avec 2 fois le même plan. Ça, c'est le plan du bureau avec 3 alvéoles de travail. Donc, c'est 3, chaque fois séparés par une cloison légère qui sépare un sous-espace. Et puis, on retrouve le même plan pour l'étage qui remplit nos 3 fonctions, c'est-à-dire manger, se divertir, se reposer et dormir ou se laver. Donc, ce sont les mêmes espaces, mais ce qui les différencie, c'est les positions des ouvertures. Si je reviens juste en arrière,
Dans le bureau, dans l'espace du bureau, on enlève des pans de façade complets, ici ou là, tandis qu'à l'étage, on enlève des parties et du coup, on ne perçoit pas du tout le paysage de la même manière d'un étage à l'autre. Et je dirais que c'est le minimum de moyens qu'on a trouvé pour définir ces deux ambiances différentes. Depuis l'intérieur, on met en scène ce paysage hétéroclite avec des vues franches et directes sur les en face. Et puis, on a ces effets de parois plexiglas qui viennent juste contre le vitrage, qui nous recomposent, nous reflètent le paysage, le recomposent, parce que plus il fait chaud, plus ça dilate, plus ça déforme, plus c'est drôle. Voilà, je reste dans le même champ, toujours de l'urbanité. On est à peu près à 100 mètres de la maison en face. Donc il s'agissait de construire un immeuble de logement. Et là, c'est de nouveau une zone où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de tissu bâti, pratiquement rien à s'accrocher. En même temps, on a l'envie quand même de créer un lieu qui soit agréable pour habiter. Donc je dirais qu'on a poussé peut-être plus loin qu'on l'aurait fait en pleine ville, des questions de géométrie pour arriver justement à créer ce lieu. Donc là, on voit, là-haut, c'est la non-rue parce qu'elle donne sur rien du tout. Ici, on finit, c'est une frontière de communes. Actuellement, ils n'arrivent pas à s'entendre pour continuer cette route, donc elle risque de rester comme ça. Et là, il y aura un quartier d'habitation qui va venir rompre définitivement la possibilité de continuer cette rue. On a bâti éparse, là on a la maison qu'on voyait tout à l'heure depuis notre appartement, et puis des immeubles assez durs en béton préfabriqué, donc pas grand-chose à s'accrocher. Donc effectivement, on a décidé de faire cette espèce de grand paquebot le long de cette desserte et de travailler des géométries. Alors sur rue, on a une géométrie en ligne brisée régulière, et puis sur le côté jardin, on a aussi des lignes brisées, mais on essaye de redonner un peu un sens d'ouverture vers les dents du midi, qui est l'élément du paysage le plus intéressant, et qui est aussi le sud. Voilà, donc sur rue, ces lignes brisées régulières, et puis sur le jardin, une totalement autre ambiance, pour essayer de créer un lieu. Là, pour ce projet, on s'est posé la question, faut-il construire un morceau de nature ou un morceau de ville? On est à Saint-Maurice, un quartier de logement qui devait se construire par étapes. Le terrain se trouve ici. Donc la ville est vraiment, l'ancienne ville est vraiment ici. Là, on a un peu des quartiers des années 60, et puis ce terrain, complètement détaché par la route cantonale, qui a quand même été longtemps la route principale pour remonter le Valais. L'autoroute ici est le Rhône, donc on est pris entre la route cantonale, l'autoroute qui est enterrée dans cette partie-là, et puis le Rhône. Donc effectivement, s'est posé rapidement la question, que faire? Faut-il qu'on construise un morceau de ville? Mais ça nous semblait un peu artificiel et trop détaché de la ville, ou un morceau de nature. Donc on a retenu effectivement cette deuxième variante. Donc on a commencé par projeter un grand jardin, un jardin qui soit à l'image d'un parcellaire qu'on survolerait, mais à échelle réduite. Donc à partir de cette idée, on a défini des surfaces de plantation différentes, on a défini un système de chemins, des parties en dur, etc. Et puis on a créé aussi ces 3 poches de parking directement liées à la desserte. Et puis une fois ces choses définies, on a posé 8 bâtiments, tous similaires, des petites caisses, on pourrait dire, vraiment la forme la plus élémentaire, qui toutes sont orientées la même chose, mais en toutes de légères inflexions, pour que quand on a la lumière dessus, elles prennent toujours la lumière un peu différemment, et que ce ne soit pas quelque chose d'ennuyeux. Le plan, donc c'est toujours 2 appartements par étage. Je ne commenterai pas beaucoup plus loin le plan. Donc effectivement, là, on a travaillé avec cette forme élémentaire de cube, de box, on pourrait dire, mais et je dirais dans la manière dont on l'a traité, ça résume comment on a ressenti, comment on a perçu ce site. On est dans la vallée du Rhône, c'est l'endroit où on vient de passer le défilé, c'est l'endroit où on est le plus serré, qui s'ouvre enfin sur le Catogne. On a vraiment une unidirection, je dirais aussi pour la lumière. On a ces 2 flancs de montagne sur les côtés, dont un sont les rochers qui dominent Saint-Maurice. On a quand même un paysage assez austère. On a cette ouverture sur le sud. Sur le nord, il se passe aussi des choses intéressantes sur le petit coteau de la Vée. Donc on a vraiment voulu exprimer ce fait. On a
Nos bâtiments ont 3 façades, donc est, ouest et nord, qui sont carapacées d'une tôle et qui sont percées que ponctuellement. On se protège sur l'arrière, le mauvais temps arrive toujours par le nord, et c'était pour nous important d'apporter une réponse climatique pour que la façade puisse aussi bien vieillir, mais aussi exprimer le fait que là, on est un peu dans l'hostilité, donc on cherche que des percements qui soient ponctuels, alors que sur le sud, on ouvre complètement la façade et on fait cette rupture vraiment sur l'angle pour affirmer complètement qu'il y a une face qui reçoit la lumière et le soleil et les autres qui potentiellement ne reçoivent pas toute l'année. Voilà, et cette face tout ouverte, derrière, on a des profonds balcons, puisqu'on a souvent des périodes de faune dans cette vallée, donc on rend l'utilisation de ces balcons sur une plus longue période. Règlement. Alors, dès qu'on sort de l'école, on apprend dès le premier projet qu'on doit se conforter à des règlements de construction, souvent qu'on juge débiles, mais bon, bref, il faut quand même s'y mettre. Alors, pour illustrer ça, on a choisi un projet qui se situe à moyenne, voire basse altitude. On est 200 mètres en dessus de Montet, dans le quartier qui s'appelle Les Nerfs, qui est juste en dessus de Montet et qui est sur le début de la vallée, qui remonte sur Champéry, donc le Val d'Illier. Et là, le règlement nous impose zone chalet. Alors bien sûr, quand on prend un tel règlement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un chalet? Nous, encore aujourd'hui, après quelques projets, on ne sait pas toujours exactement ce qu'est un chalet. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'un seul type de chalet, il y en a de multiples selon où l'on se trouve. Mais par contre, les autorités, elles savent ce qu'est un chalet. Et même si ce n'est pas décrit dans le détail, si c'est marqué zone chalet, ça signifie, ils nous décrivent ensuite qu'il n'existe qu'un type de chalet, c'est-à-dire le chalet pittoresque, le chalet de Heidi. On a cherché comment est-ce qu'on pouvait travailler. La demande de nos clients, c'était une maison contemporaine. Alors, ils n'avaient peut-être pas choisi le bon terrain, mais enfin bref, on a essayé de composer avec tout ça. Et en observant bien sûr les chalets qu'on a dans toute les anciens chalets d'alpage qu'on a dans toute cette vallée, qu'est-ce qu'on observe? C'est toujours des assez grands volumes qui sont couronnés d'une toiture à sifflet, avec le faîte plus large que la chenot. Et on s'est dit, on va partir de ce faîte-là pour en fait l'extruder sur tout le volume et obtenir cet hexagone. Le plan du rez-de-chaussée, plutôt presque le sous-sol, mais on entre ici, on a ce couvert à voiture, et puis on commence une promenade dans la maison, qui se prolonge ici par la partie jour, qui est autour d'un noyau central, qui se prolonge sur une terrasse côté ouest, et puis le haut, 2 chambres, une salle de bain. Donc on voit effectivement, est-ce que j'ai une photo plus loin? Oui, pas tout à fait, après, je reviens ici. Donc en fait, pour nous, ce qui était le plus important, c'était de respecter la silhouette. Et je pense qu'en fait, effectivement, si on le regarde de plus loin, ce chalet, il respecte les silhouettes. Donc je pense qu'effectivement, c'est certainement dans ce type, c'est certainement le plus important de garder la silhouette. Après, avant toi, pas avant toi, c'est peut-être pas si important depuis le loin. Ensuite, une autre chose qu'on trouvait quand même importante, c'est que les anciens chalets sont toujours souvent des façades très pleines. Et là, bien sûr, la demande aussi par rapport à la vue et l'ensoleillement, c'était de largement l'ouvrir. Donc, on a choisi plutôt de le percer de manière très ponctuelle, 2 grands percements, en fait, on a, avec des vitrages à fleurs, qui fait qu'on essaye de regarder une certaine continuité. Presque de ne pas donner de lecture à certains moments donnés de ces ouvertures. Ça dépend des moments de la journée. Le chalet est noir, pour reprendre aussi la silhouette et la couleur des anciens chalets. Par contre, tout l'intérieur, par contraste, est totalement blanc. Donc là, juste ces 2 images pour illustrer ces notions de rapport au paysage. Donc on a une grande fenêtre en bande qui éclaire toute la partie, qui donne une espèce de panoramique du paysage sur toute la partie jour. Et puis ensuite, à l'étage, on a une fenêtre haute qui cadre la dent de Morcle, qu'on ne voit presque pas, et qui donne l'unique lumière qu'on a à l'étage. Patrimoine, c'est le sujet suivant. Nous aimons travailler avec le patrimoine pour autant qu'on puisse le triturer, qu'on puisse se re-questionner sur sa valeur, surtout au moment où il y a un usage.
lui redonner, je dirais, une nouvelle lecture, une nouvelle valeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas. Donc là, la demande, c'était un de ces anciens chalets d'alpage, typiques de la vallée, à transformer en une maison pour une famille, en occupant l'entier du volume. Donc ces chalets qui sont typiques, qu'on appelle souvent maisons concentrées, et qui présentent des typologies très intéressantes, dans le sens que là était l'habitat ancien, avec souvent déjà une extension. Ensuite, sur l'arrière, c'était l'écurie, avec les bêtes qui chauffaient directement la cuisine. Et puis, en dessus du tout, la grange. Donc, ce que l'on a fait, enfin, je dirais que toute la problématique ou la difficulté de modifier ce type d'ancien chalet d'alpage, c'est comment arriver à trouver de la lumière naturelle suffisante pour un habitat actuel, sans briser, je dirais, l'équilibre des percements existants. Donc on a les fenêtres existantes ici, et puis le reste, on a des interstices de lumière parce que ces anciens chalets sont construits en comblons, et souvent c'est même des comblons qui ont été récupérés de précédentes constructions, donc il y a encore des encoches. Donc partout, on arrive quand même à avoir de la lumière qui s'infiltre. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons posé en fait une peau intérieure, c'est la peau noire, qui est souvent contre la peau ancienne, et puis qui s'en détache aussi. Et encore plus à l'étage, où on s'en détache carrément sur cette façade. En fait, c'est comme une espèce de boîte thermos, c'est elle qui a l'isolation nécessaire, et sur l'ancienne peau, c'est juste la protection, on dirait, du thermos qui reste, mais sans, enfin, il y a une espèce de symbiose entre les deux, mais sans s'envahir l'un et l'autre. Et puis, sur le nouveau thermos, on lui fait ses propres fenêtres, voilà, qui sont là, et ensuite, on essaye de profiter partout des ouvertures naturelles pour arriver à gagner de la lumière. Alors on a justement ici cette vue avec les nouvelles fenêtres, et puis on a ces parties qui étaient subtilisées dans la structure ancienne, mais qui nous permet juste d'avoir le jour nécessaire, par exemple, pour les chambres. Toujours cette recherche, on utilise aussi les portes et les fenêtres existantes. Par exemple, la porte de grange, c'est aussi un apport de lumière, on la laisse ouverte, et c'est tout. Et par contre, on a fait un apport de lumière plus important en toiture, traité comme une espèce de grande cheminée, qui nous apporte sur l'arrière des chambres un maximum de lumière. Là aussi, on essaye d'avoir les vues qui se faufilent à travers les portes existantes, ou bien simplement qui prend sa lumière entre les comblons. Résistance. Montet est une ville environ de 16 000 habitants et qui a eu longtemps une crèche vraiment indigne de ce nom, donc une crèche-garderie pour les enfants qui étaient vraiment dans un état d'obsolescence totale. Mais il nous a fallu quand même 6 ans entre le concours et la réalisation pour arriver à le mettre en service. Pendant ce temps-là, on a tout entendu, c'est que les femmes peuvent rester au foyer pour s'occuper de leurs enfants, c'est leur place juste. On a aussi entendu que les crèches, c'est de toute façon pas rentable, parce que c'est que les gens qui ont des bas revenus qui mettent leurs enfants en crèche, donc ça ne rapporte rien. Bref, donc je crois qu'on peut dire qu'on a fait preuve de résistance, parce qu'en plus, entre le projet du concours et le projet réalisé, c'est complètement deux choses différentes. Il y a eu beaucoup d'évolutions, on a fait différents projets, pour arriver à persuader la commune que c'est absolument nécessaire. Dans ce travail, on a été, je dois dire, très aidés par la conseillère municipale qui était en charge de ce dossier. Voilà le plan actuel. Donc la précédente image que vous avez vue, c'est la démolition de l'ancienne maison. Le concours, ça prévoyait en fait de garder l'ancienne maison et de construire un nouveau volume. Donc on avait construit une deuxième maison. Et puis ensuite, après, dans les études qui ont suivi, la commune a réalisé que l'ancienne maison devait être mise complètement en conformité, différent, et ça coûtait beaucoup trop cher. Donc ils ont pris sous forme d'un pavillon dans un parc public. On a cherché une forme qui affirme qu'on prend un petit bout de ce parc public, on essaye de ne pas complètement le coloniser. On fait une forme qui est plutôt proche d'un petit animal et qui compose aussi avec la végétation qui existait. Donc on a 6 unités d'âge différents, un réfectoire,
Alors cette forme, elle est aussi là pour, je dirais, donner une autre échelle à ce bâtiment, qu'il se fonde dans ce parc, mais aussi qu'il trompe un peu l'échelle, qu'on ait plusieurs perceptions différentes selon comment on le voit. Pour ce bâtiment, on a aussi développé une stratégie de low cost, parce que bien sûr, vu que la commune ne voulait déjà pas le construire, ils nous ont serré le budget. Et comme ça a quand même duré beaucoup d'années avant qu'on le réalise, on s'est aussi pris 10 ou 15% de plus-value sur les prix. Donc, toutes les décisions étaient toujours soumises au fait de dire est-ce qu'on peut se le payer, est-ce qu'on ne peut pas se le payer. Alors, cette stratégie de low cost, avec en même temps quand même d'essayer de se rapprocher du monde de l'enfance. Alors, par exemple, la façade est traitée en lame de sapin, vernie, comme un jouet Villac, si je me rappelle bien la marque. Ouais. Ensuite, toutes les fenêtres sont en bois, elles sont simplement ce capot qui reprend le store est métal et apporte quand même une protection à cette fenêtre bois. Toutes les fenêtres sont identiques pour pouvoir les produire le maximum à la chaîne. Elles sont simplement placées à des altitudes différentes pour définir des ambiances différentes à l'intérieur. Parfois, l'enfant joue devant la fenêtre, il est directement en face. D'autres fois, c'est plus une hauteur d'adulte, ou bien on essaye de chercher et de cadrer certaines choses du paysage. Là, on ressent bien que cette géométrie nous apporte des perceptions différentes. Ça nous définit aussi deux petites cours séparées du jardin public. Voilà, là, on a juste tourné autour. Et puis sur l'intérieur, exactement la même démarche, à la fois de développer un espace qui soit joyeux, qui soit défini, mais en même temps toujours se soumettre à ses coûts. Donc, par exemple, tout ce qui est maçonnerie, on l'a laissé apparente. On a simplement mis une peinture dessus qui protège par rapport aux salissures. Mais tout reste l'expression même de... Enfin, on a économisé en gros le crépi. Et en fait, ça fait comme un espèce d'agencement de plot. Et puis, on a travaillé avec des linoléums de couleurs différentes pour définir ces différentes unités qui sont liées à l'âge. Et puis, au plafond, on a la répétition à peu près de la même couleur en un plafond giclé phonique. Voilà, une autre ambiance où on voit aussi justement les rapports au paysage qui sont différents selon les hauteurs de fenêtres. Et puis je dirais que tout le mobilier, on l'a développé à partir de bacs standards pour les langes, etc. Et puis la cage d'escalier aussi, essayer de l'agrémenter à peu de moyens. Là, j'en viens à un aphorisme de Luigi Snuzzi qu'on a choisi pour l'exposition. Pour présenter l'école de Beauvernier, on trouvait que c'était assez juste. L'architecture ne doit pas s'intégrer dans un site, mais créer un nouveau site. Donc là, c'est vraiment un travail aux prises avec la nature. Une nature très forte, une topographie très présente. C'est avec le côté hostile de la nature, puisque en fait, l'agrandissement de l'école qu'on a ici, qui date des années 80, devait non seulement apporter des locaux qui manquaient à cette école, mais lui apporter une protection, parce que le site de l'école est classé en danger bleu sur la carte des dangers des avalanches. Donc effectivement, la nouvelle école devait être sécurisée pour elle-même, mais aussi sécuriser les préaux et sécuriser l'ancienne école. Donc ce qu'on a très vite décidé, c'est de construire une digue, un mur qui pouvait recevoir sur son dos et sur son toit la neige, les résidus de neige, on est quand même en zone bleue, et puis protéger la partie préau, le laisser quasiment dans son état actuel et protéger l'école. Et puis, on a trouvé, quand on a été visiter le site au moment du concours, reprendre cette ligne de pente, qui était déjà un talus, travaillé, je dirais, artificiellement, parce qu'ils avaient dégagé ici une place pour un abri. Et puis, on l'a repris tant en plan qu'en coupe, qu'en élévation. Là, on le voit bien. Et donc, le bâtiment sort juste un tout petit peu pour faire ce gros dos et puis protéger le site. C'est un programme divers, c'était un programme de complément par rapport à l'école existante. Il s'agissait de construire une salle de gymnastique, de construire une garderie et de construire quelques compléments de salles de classe. Donc, en fait, on a agencé tous ces programmes à la suite les uns des autres, comme un petit train. Et puis, on peut chaque fois entrer dans un et déconnecter d'autres parties pour leur donner le maximum de souplesse.
le fantasme absolu des enseignants de pouvoir, enfin, que les enfants puissent aller en pantoufles à la gym ou faire du dessin. Donc on l'a greffé comme une espèce de trompe qui vient se coller à l'ancienne école. Voilà la réalisation. Pour cette réalisation, on est parti toujours du fait qu'on a construit un mur, donc on s'approche plus d'une esthétique d'ouvrage d'art que de bâtiment. Donc on a travaillé essentiellement en béton pour toute cette structure, qui est ensuite revêtue d'un carénage en aluminium. Voilà, la toiture donc, est végétalisée. En fait, depuis en haut, en fait, on ne le perçoit quasiment pas, même qu'il sort et qu'il bombe justement le dos pour protéger. On a remonté la couverture d'herbe pour lui mettre sur le toit. Tout béton, tout monomatériaux, ça c'est un peu un thème récurrent de notre travail, avec des parties très brutes et d'autres parties finies. En fait, là, dans ce bâtiment, on illustre vraiment le thème du gros œuvre qui est construit en béton et puis sur lequel on rapporte des éléments finis, des faits, des ready-made. Et vraiment, on donne une lecture, qu'est-ce qui est le second œuvre, qu'est-ce qui est le gros œuvre. Et en même temps, c'est sur ces éléments qu'on compte que ça domestique quand même l'espace pour les enfants. Donc entre les portes, on a des habillages aussi en bois, acoustiques, donc des parois et des plafonds. Et puis par rapport au site, donc effectivement, à la fois c'est un bâtiment, on a l'impression qu'il a toujours été là, et en même temps, il recompose complètement le site. Il donne aussi une complète autre ambiance à ce site. Donc on est en fait, Beauvernier se situe au début de la vallée qui remonte depuis Martigny sur le Grand Saint-Bernard. C'est un lieu, quand on y passe, on se dit, mais il ne doit jamais y avoir de soleil. Il y a quand même du soleil, mais il y a 2-3 mois par année où il y a pratiquement peut-être qu'une heure de soleil. Donc pour nous, avec ce bâtiment, c'était important aussi qu'on puisse redonner de la lumière à ce lieu. Donc avec cette façade qui a l'aluminium brut, présente une certaine brillance, avec les verres aussi qui sont reflétants. On pompe la lumière du coteau qui est en face, qui est un très beau coteau de vigne, quelle que soit la saison, pour la redonner presque à ce site et lui redonner une autre dimension. Réduction. Ça, c'est presque notre terme ou thème fétiche. On pourrait dire aussi radicalisation, mais bon, depuis quelque temps, on trouve que c'est plus très politiquement correct. Ou bien essentiel, aller à l'essentiel. Ou encore, EM2N, une fois, nous avait défini minimum de moyens, maximum d'effets. J'ai failli dire le contraire, c'est vrai. Alors, je dirais qu'avec la réduction, c'est vraiment un peu une stratégie de projet. Je dirais que chaque fois qu'on a un problème, c'est presque toujours en l'éliminant qu'on retrouve la solution. Alors, pour illustrer ce thème de réduction, j'ai pris l'école professionnelle de Viège, qui est en fait l'agrandissement d'un site existant, composé déjà d'un bâtiment des années 60 ici, et puis d'un bâtiment des années 80. Là, on a encore des écoles primaires qui se trouvent ici. Le reste, c'est entre des petites industries ou des quartiers d'habitation, voire après même un quartier de maison. On est en fait en dessous des voies de chemin de fer de Viège, dans une partie qui est vraiment un peu mixte de nouveau, un peu hétérogène, avec l'énorme usine Lonza tout proche. Donc, il s'agissait de construire un bâtiment de classe qui représentait la première étape d'un développement futur. Donc ici, le bâtiment de classe. Et en fait, avec ça, c'est le début de l'agrandissement de toute l'école. Suit ensuite les ateliers qui se trouvaient ici, et puis la salle de gymnastique. Donc ce bâtiment, on l'a aussi pensé, ou plutôt positionné, pour qu'il ouvre le site sur les autres équipements et qu'il ouvre aussi sur ces écoles, pour en essayer de faire en fait du tout un espèce de campus. Donc, avec très peu de moyens, en fait, parce que le terrain était assez exigu, on a créé déjà une place de référence qui faisait défaut, celle-là, elle sert que de parking, aux 3 bâtiments, qui sont aussi un lieu extérieur pour les étudiants. Et puis, on a placé exprès, vraiment volontairement, complètement à l'extérieur le bâtiment, pour que sa position affirme déjà qu'il se passe quelque chose, on regarde les ateliers et on se prépare pour la salle de gymnastique. Et en fait, l'entrée du bâtiment, on l'a même posée ici. Vraiment pour obliger à faire ce pas, et pour comprendre que ce ne sont pas seulement ces 3 bâtiments qui forment l'école. Ensuite, on a fait un travail et une recherche sur
la morphologie. On a ces deux bâtiments, dont celui-là est particulièrement intéressant, les années 60 avec un grand hall central, qui est découpé par elle. Celui-là aussi reprend un peu ces thèmes, mais d'une manière un peu plus brute. Alors on a cherché à travailler avec une géométrie qui pouvait s'associer à ça. Donc en fait, on est parti d'un rectangle de base dans lequel on a subtilisé 3 fois. Et en fait, avec ça, ici, on a un étage et on vient à la rencontre de l'échelle de celui-ci. Celui-là a 2 étages, celui-là en a 4 et celui-là a 3. Donc on a essayé par des moyens très simples d'arriver à se mettre à l'échelle et de donner une espèce de correspondance. Là, on le voit à l'état du concours. Bon, le projet a encore évolué, c'est encore simplifié depuis, mais on a déjà cette recherche volumétrique. Voilà, et puis ce bâtiment qui se place vraiment à l'extrême, presque à l'angle, pour déjà se montrer sur cette rue. Et puis maintenant, il y a encore pour ce bâtiment, on a fait une certaine recherche typologique. On n'a plus un rapport, je dirais, habituel d'un couloir qui dessert des classes, mais en fait, on n'a que des espaces d'enseignement. Le foyer central sert de couloir, mais aussi de lieu d'enseignement. Et ensuite, ça signifie, enfin, disons, ça implique que c'était une nécessité par rapport au secours, soit complètement dans des gaines séparées. Voilà, ça c'était le plan des rez-de-chaussée qu'on avait avant. Là, c'est le plan d'étage type. Et puis ensuite, on a des parois légères qu'on peut déplacer au gré des besoins ou de l'évolution de cette école. Donc là aussi, on a travaillé avec une réduction de matériaux, béton pour toute la structure. Les sols, pour donner une souplesse, sont des faux planchers techniques, donc on l'affirme et on met une moquette. Et puis, entre ces espaces de classe, on a une transparence totale qui sont avec ces verres de couleur. La porosité entre l'espace de distribution. Là, j'ai repris, bon, ça illustre encore ce fait-là, le fait que ce soit 3 espaces de travail où on se voit de l'un à l'autre. Bon, c'est aussi, on l'a développé parce que c'est une école professionnelle de jeunes adultes qui travaillent le reste de la semaine en atelier ou en bureau paysage. Donc, on voulait aussi donner cette qui se fait d'une classe à l'autre, ils se voient travailler et ça semble assez bien marcher. Donc, effectivement, ça, c'est parce que la cage est complètement séparée. De cette porosité entre l'espace de circulation et la classe, on l'a développé à plusieurs reprises, mais de manière différente. Ça, c'est une école qu'on avait fait à Fuy, il y a déjà quelques années en arrière. Là, on circule dans l'espace central, et puis on a quand même ces vues sans voir directement. On a la notion de la profondeur de la classe par ces ouvertures qui sont hautes. Dans le cas suivant, c'est une école à Blonay. On a composé comme une espèce de rue intérieure avec des niches de vestiaires et puis des grandes fenêtres donnant sur les classes. Ou bien encore l'école d'études sociales et pédagogiques ici à Lausanne, où en fait on a mis un nombre de portes plus grand que nécessaire pour donner une certaine polyvalence et flexibilité à ce plan. Et puis là, simplement, en fait, c'est comme des espèces de patchs de lumière. Ça, c'était juste pour expliquer d'où venait toujours ce pas plus loin et puis d'aller jusqu'à la totale transparence. De nouveau, un peu le même propos par rapport aux matériaux, monomatériaux. Si on est en béton, on essaye d'être le plus en béton. Si on est en bois, comme on l'a vu dans le chalet avant, on est le plus en sapin, par exemple. Et puis, ce sont les éléments finis, les serrureries intérieures qui donnent un côté fini à l'état brut du béton. On ne cherche pas à faire un manifeste de béton, on travaille avec les compétences des entreprises à qui on attribue le travail par marché public, donc on ne choisit pas vraiment quelle entreprise. Là, le béton est assez brut, mais avec le fait de juxtaposer des choses très finies, fait qu'on arrive à développer une certaine atmosphère. Pour la façade, à peu près le même discours. Les parties subtilisées sont traitées en plein. Elles sont traitées en aluminium brut, donc un carénage. Et puis les parties qui font le bord du rectangle, elles sont complètement vitrées, reprennent la trame constructive et on a habillé de capots en inox poli. Cette école forme que des métiers liés à la technique. On a des informaticiens, des médiamaticiens. On a aussi des installateurs et puis on a aussi des mécaniciens automobiles,
Donc on trouvait intéressant de faire du tuning d'école et puis de travailler avec une espèce de carrosserie. Voilà, avec vraiment ces parties entre les parties pleines et les parties vitrées. Et puis avec ce capot miroitant, on recompose un nouveau paysage et on joue aussi avec cette densité très forte. Alors là, on a le reflet de la nature, on peut aussi avoir le reflet des bâtiments d'en face ou bien le reflet du ciel. Et enfin, je finirai la ville. On est à Sion, pour le quartier l'îlot de la Matz. Alors, il s'agit en fait de renouveler l'îlot qui est ici. La gare se situe là, l'avenue de la gare, la Planta et l'ancienne ville qui est juste là. C'est un îlot qui a été construit dans les années 50, qui est simplement devenu complètement obsolète et qui doit être détruit. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a des problèmes sismiques, il y a des problèmes de grandeur d'appartement. La salle est complètement en bout de course, etc. Avec un même programme, donc des logements, une centaine de logements, une salle de musique et puis des commerces. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on doit forcément se positionner par rapport à comment la ville a évolué par rapport à cet îlot. Donc dans les années 50, c'était presque l'entrée de Sion, donc ils ont mis une certaine emphase à cette tête à l'arrivée, et puis l'entrée de la salle se trouvait ici. Et puis ensuite, on avait le bâtiment d'habitation qui était tout le long de la rue, et puis la salle de ce côté-là. Donc, première chose, on a dû se positionner, c'est comment est-ce que la ville a évolué. Donc, effectivement, l'entrée de la ville est nettement un espèce de rôle qui est un peu devenu désuet de tête d'îlot. Donc, on cherche plutôt, bien sûr, sa présence sera remarquée, donc elle va marquer un stade dans l'entrée de la ville. Par contre, se posait la question de l'entrée de la salle. Comment est-ce qu'on positionnait déjà la salle? Donc, on a pris l'option de la mettre au centre de la cour. Et pour son entrée, en fait, on a retourné, l'ancienne entrée était ici, on l'a retournée de ce côté-là pour inviter plutôt la ville à venir jusque-là. Un quartier qui a eu peu de développement entre les années 50 et ici, c'est resté un peu endormi. Donc, le fait de retourner cette entrée, on pense qu'on va pouvoir tirer une certaine activité jusqu'à la place de la Planta et de l'ancienne ville. Et aussi, d'autant plus que là, c'est l'ancien arsenal qui va être transformé par Philippe Meyer en médiathèque cotonale. Donc pour nous, c'était très intéressant de revoir, de dire il faut retourner à la situation. Puis ensuite, sur le reste de la construction de l'îlot, est-ce qu'on construit un îlot continu? Qu'est-ce que l'on fait? En fait, si on voit toute la morphologie du bâti ici, on est plutôt en plot isolé. On a mais ça reste très ponctuel, quelques fronts de rue, sinon on est très ponctuel. Donc pour nous, c'était aussi assez intéressant de ne pas reconstruire un îlot complet, mais de le composer en 3 bâtiments autour d'une cour. Et puis sur l'extérieur, on est lisse. Sur l'intérieur, on a quelques lignes brisées qui fait qu'on a un certain jeu de vue sur la cour. Et puis aussi, on prépare la forme. Ça, c'est le niveau des commerces, ici. Et puis l'entrée avec un parcours et cette forme de salle qu'on ne voulait pas rectangulaire. Un niveau type des appartements. Donc là aussi, on obtient des appartements soit traversants, soit qui sont sur les angles. Donc une très grande diversité de types. La coupe avec la salle qui est prise sous la cour, semi-enterrée, et puis l'îlot de construction sur le dessus. Et finalement, la salle telle qu'on la ressent juste après la fin d'un concours, et la partie du foyer qu'on va essayer de qu'on va mettre en relation avec la ville, qui se situe en un étage en dessous. Et finalement, l'image revisitée de cet îlot des années 50, où on ressent depuis l'extérieur la vie intérieure. Voilà, j'en finis avec cet objet. Merci. Merci à Luigi. Merci beaucoup, Geneviève. Avant de vous passer la parole pour des questions, je tends le micro à Luigi, peut-être qu'il veut réagir. Je vous remercie. Mais ça m'a beaucoup intéressé quand on veut voir les vieilles étudiantes, jeunes étudiantes. Qu'est-ce qu'ils font après 30 ans? Non, presque, je pense.
plus ou moins. Oui, presque. 20. Ils sont 25. Non, 25. 25 non, 25. 25, voilà. Et j'étais émerveillé de votre travail que vous faites, parce que je l'ai très apprécié, ce que vous êtes en train de faire. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la première phrase que vous avez mis là dans votre conférence, c'était « Rien Mais simple. n'est simple ». Alors, ma question c'est, devant cette phrase « Rien n'est simple », comment vous réagissez? Alors, on a choisi, je dis on parce que c'était un travail de groupe, cette phrase parce que derrière chaque projet, il y a une problématique, il y a toujours une certaine lutte, il y a de la résistance, effectivement, qu'on doit exercer contre soi-même déjà, contre souvent les politiques, contre parfois le client aussi, pour arriver à toujours garder une certaine ligne qu'on s'est donnée. Donc effectivement, ce n'est pas simple, même si on cherche une certaine forme de simplicité à la fin. Et je vous demande ça parce que aujourd'hui, on parle que de la complexité. Tout est complexe. Alors, même dans les écoles d'architecture, même à Lausanne, le thème central, c'est la complexité. Donc, devant cette réalité que c'est vrai qu'elle est complexe, quelle est la réaction par un architecte? Moi, sa réaction, c'est la simplicité. C'est la seule réponse qu'il peut donner devant la complexité. Mais alors le problème c'est comment on peut affronter la complexité si on veut arriver à la simplicité. Moi je dis, la complexité pose toujours une grande question. Devant tout thème que vous traitez, ça peut être même la petite maison, comme la grande ville, comme la métropole, que moi j'ai dû me mettre à confronter de la métropole avec un projet. Le problème, c'est si nous voulons savoir, connaître cette réalité avant de commencer à la changer, une vie entière de nom ne suffit pas. Il faudrait vivre au moins 2000 ans pour comprendre les questions de la métropole. Impossible. Alors, le seul problème qui nous reste, c'est de nous poser une seule question. Une. Et si on en a deux, il faut enlever la deuxième. Non? Alors, on part toujours avec 1000 questions, non 1000. Mais notre travail, c'est d'effacer. C'est la gomme qui nous suit pour arriver à la question centrale. Parce que si on trouve cette question contient toutes les solutions de toute cette complexité. Donc ça, c'est le travail de l'architecte pour moi. Notre seul but, c'est d'arriver à la question. Et pas toujours on y arrive, c'est évident, non? C'est très difficile. Mais je crois que c'est notre chemin, non? C'est seulement celui-là. Tout ce qui est cette complexité, donc on tire toutes les conséquences, je vois dans les écoles, non? On continue à augmenter les disciplines. Une fois, il y avait l'architecture, non? Il y avait peut-être l'histoire, peut-être la physique, etc. Aujourd'hui, il y a au moins 30 disciplines, non? Il y a de tout pour chercher de mieux comprendre la réalité. C'est la manière de s'éloigner le plus de la réalité. Ça, c'est ma manière de penser. Oui, effectivement. C'est vrai que maison, il faut le dernier projet, qui est certainement le projet le plus complexe, ou en tout cas le plus important, enfin, le plus important qu'on ait à réfléchir. C'est vrai qu'on retrouve déjà les mêmes thèmes dans une petite construction et on essaye toujours, effectivement, pour simplifier la vie, peut-être qu'on est des grands flemmards, de rester à traiter que 1 ou 2 points et d'en exclure une grande partie. Donc, effectivement, la gomme, on aime bien. Mais c'est vrai que parfois, on prend un chemin qui n'est peut-être pas tout de suite le bon, alors parfois, il faut redresser la barre. Malgré que la gomme, c'est notre outil le meilleur. Oui. C'est devenu vieillite, mais enfin, c'est bon. Oui, le matin et le soir. Toujours. Par des années, on comprend. Il faut arriver au moment qu'on ne doit plus gommer. C'est ça, non? On verra dans 2000 ans. Ouais. Et en tout cas, j'ai très apprécié votre travail que vous faites. J'ai apprécié même la manière dont vous posez les problèmes. On a vu diverses situations. Et vous confrontez toujours pas avec des situations simples ou claires.
toujours des situations qui sont des situations réelles d'aujourd'hui, de mon complicité, non, non, effectivement, parce qu'il n'y a pas de règle. On voit des bâtiments, mais on ne sait pas bien pourquoi. Alors, s'en tirer de ces situations-là, c'est notre tâche d'aujourd'hui. Vous posez bien les questions, et je pense que au-delà de la question formelle, donc de la réponse formelle que vous donnez, là on est divers, heureusement. Moi, je me sens pour mes étudiants, quand ils sont très directement, surtout dans l'expression architecturale. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi, je ne suis jamais capable de faire, non, jamais. Par exemple, quand vous faites une question, par exemple, moi, je ne suis pas capable d'éviter l'angle droit. J'aime l'angle droit, donc à la folie. Mais je vois que c'est très difficile pour tous mes élèves d'aujourd'hui de trouver un angle droit. Il y en a quelques-uns, mais ceux qui s'affirment le plus, c'est pas l'angle droit. C'est l'angle, non, ou aigu, ou etc. Alors, sur ce fait-là, je pose une question. Pourquoi cette continuelle recherche d'éliminer l'endroit? Pourquoi vous cherchez cette élimination de l'endroit? Est-ce que c'est pour être moderne ou est-ce que c'est pourquoi? Non, je ne crois pas que c'est une recherche d'éliminer. Parce qu'on a actuellement des projets qui sont en loi pure angle droit et d'autres qui l'abandonnent. Je crois que c'est vraiment aussi une réponse au lieu. Par exemple, typiquement cet immeuble qui est en ligne brisée, donc pratiquement aucun angle droit, quoique toutes les chambres sont exactement rectangulaires. Parce qu'on s'est dit que les gens n'accepteraient jamais d'avoir un lit dans une chambre qui ne serait pas en angle droit. Donc là, il y a un mix, je dirais. Non, c'est vraiment les réponses au lieu. Là, c'était une telle presque tristesse qui nous semblait importante de créer autre chose. Et donc, le droit ne nous apportait pas cette réponse. Donc, on a abandonné à ce moment-là. C'est aussi que si on prend le projet dans une année, on trouve la solution dans le droit, mais on ne l'a pas trouvé. Donc ça, c'était un des éléments de réponse. D'autres, comme l'école de Viège, c'est développé vraiment conjointement à d'autres qui n'utilisent pas l'angle droit. Je crois que quand on ressent qu'il faut, on l'utilise. Quand on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus à en tirer de l'abandonner, on l'abandonne. Non, et je demande ça, parce que quand je voyais le dernier projet que vous avez montré, je crois que c'était le dernier, oui. On voyait un morceau de ville. Oui. Non? Et dans tout ce morceau de ville, je n'ai vu que des angles droits. Et on reconnaît votre projet parce qu'il n'y a plus un droit. Bon, on me pose la question, mais si tout la vie, non, jusqu'aujourd'hui, on a toujours tiré tout avec l'angle droit, pourquoi tout d'un coup il faut l'éliminer? Quelle est la raison vraie, la plus profonde de chercher d'éviter l'angle droit? Est-ce que c'est pour être moderne? Question. Est-ce que vous cherchez la modernité à travers cet abandon de l'angle droit ou non? Disons, on cherche certainement un effet différent que l'angle droit ne nous apporte pas. Bon, sur le pourtour de l'îlot, là, on a suivi les lignes d'alignement. Donc là, on ne s'est pas posé de questions. Alors, c'était effectivement, il n'y a pas tellement d'angle droit, mais on suivait le pourtour. Sur l'intérieur de la cour, c'était vraiment pour amener autre chose. Si on reste tout droit, on a une perception un peu ennuyeuse de cette cour. Donc, on avait l'impression qu'en brisant les lignes, on apportait quelque chose de plus. Mais comme cet îlot n'est pas construit, on peut encore se poser la question si on doit revenir dans le juste l'îlot. Comme l'îlot n'est encore pas construit ni même développé depuis le concours, on peut encore se remettre dans le chemin. C'est bien, j'apprécie ça. On essaie quand même. Il n'y a pas d'arrondi pour autant. Les endroits, mais il n'y a pas les arrondis. Vous aviez aussi parlé des stratégies. Vous aviez parlé des différentes stratégies. Oui, c'est vrai que je n'ai pas entendu ça. Puis, vous avez essayé d'aller le plus loin possible dans la zone chalet pour construire un chalet qui ne soit pas le chalet de Heidi. Et dans l'exposition, il y a Luigi Snuzzi présente Monte Carasso. Et là, dans le texte, le texte traite justement des règlements. Et j'ai remarqué que Luigi, par rapport au règlement, tu n'utilises pas la même stratégie, tu proposes un contre-pied. Exactement le contraire de ce que le règlement propose.
Alors, ça a marché à Monte Carasso. Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne dans d'autres communes ou c'est un cas unique? Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignes à tes étudiants par rapport à cette réaction et aux étudiants? Et vous, est-ce que vous, parfois, vous avez aussi essayé de remettre complètement en cause les règlements, pas essayer de se réglementer à ça, mais essayer de montrer qu'il y a autre chose de possible? Je laisse d'abord Oui, ben, sur les règlements, moi je peux dire que dans l'Europe entière, non, j'ai jamais trouvé un règlement non, bien. Jamais. Il n'existe pas un bon règlement. Et alors le problème c'est quoi faire non, devant cette situation. Alors quand j'ai fait mon Carasso, il y avait un règlement de 250 articles. C'était fait par de l'école polytechnique de Zurich. Je dois le dire parce que on le connaît, c'est lui qui a fait ça. Moi j'ai réduit ces 250 règles à 7. Il faut dire que dans mes 7 règles, il n'y en avait pas une seule que je l'ai lue. Donc, je n'ai pas repris une seule de toutes ces règles. Mais je suis parti d'un autre point de vue. Je suis parti du point de vue que dans mes règles, il n'y a pas une seule règle qui regarde l'architecture et l'aspect de l'architecture. Il n'y a pas de règle sur l'utilisation des matériaux, il n'y a pas de règlement sur la forme des bâtiments. À Monte Carasso, vous pouvez bâtir en plastique, en fer, en métal, comme vous voulez. Vous pouvez faire des maisons pitch, le pitch est permis. Vous pouvez faire des toits en pente, des toits pagodes, non, des toits, je ne sais pas, non, arabes. Vous pouvez faire tout ça. Non. Parce que je ne m'occupe pas de ce problème-là dans mes règles. Non. Je m'occupe simplement du rapport du nouveau bâtiment vis-à-vis de la situation qu'il y a là, vis-à-vis de, là c'est un village, non, ce village. Et donc, tous mes règles concernent ça. Parce que je suis sûr que j'étais 12 ans dans une commission de protection du paysage au Tessin. C'était les 12 ans les plus terribles de ma vie. J'ai passé plus de 3000 projets de cinéma et à 12 années, j'en ai approuvé 8 sur 3000. 3. Naturellement, tous les autres sont passés par les autres. Non? Donc, c'était 12 ans que personne ne me comprenait ce que je voulais dire non, dans cette commission. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à utiliser le projet Guerrilla, comme il l'appelait Kenneth Fenton. Donc, il s'appelait projet Guerrilla, parce que les mots ne servaient à rien. J'ai tenté avec le contre-projet de montrer qu'on peut se poser la question dans une manière diverse. Résultat, c'était comment? Non. Même le contre-projet n'en servait à rien. Ce n'était pas possible donc de se parler. Non. Ça, c'était mon expérience là-dedans. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, ce n'est pas de former des très grands architectes. Ça, ce serait pour moi le vrai but de l'école d'architecture. Des bons architectes, aujourd'hui, il y en a plus que dans l'Antiquité. Il y en a un tas de bons architectes dans le monde entier. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir de bons architectes, c'est d'avoir la jeune génération qu'au lieu de s'occuper de ça, ils s'occupent des règlements. Quels sont les règlements pour une ville de la société démocratique? Parce qu'on sait très bien que la société démocratique, l'une des sociétés les plus avancées qu'on connaît, que le monde a inventée, elle a une grande un grand manque. Elle n'est pas capable d'avoir une idée de sa propre vie. Tous les autres sociétés qui en sont venues avant, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc., ils ont toujours eu une idée très précise de leur vie. Très bien leurs citoyens, et le régime qui avait adopté. La seule société qui n'est pas capable, qui n'a aucune idée de comment ça pourrait être la ville démocratique, c'est la démocratie. Donc le problème, le premier thème, c'est les règles pour la nouvelle ville. Quelles sont les règles pour pouvoir finalement donner lieu à la ville démocratique?
projet à travers l'enseignement, c'est justement ça. C'est donc pas tellement celui d'en tirer des architectes extraordinaires, non, mais d'y tirer des gens qui se posent cette question. Quelle doit être la ville de la démocratie? C'est ce qui m'intéresse le plus. Tout le reste, pour moi, sont des choses assez éphémères, non, qui n'ont pas une grande importance. Mais je crois que à côté de ça, il faudra encore éduquer ou cultiver les politiciens. Dans le cas de ce chalet, c'était en fait assez simple, un chalet, c'est tout. En fait, le problème était d'interprétation. Qui l'a fait? Quelles sont les personnes qui sont habilitées à le faire? Et c'est des gens qui sont certainement très capables dans leur profession, mais qui n'ont absolument aucune idée en architecture et qui jugent sur les a priori. Et là, je pense que c'est notre plus grand problème. Alors effectivement, un règlement, souvent, on se dit « Ah, ben là, on va arriver », parce que quand on prend un règlement, effectivement, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on va le refaire, c'est impossible, simplement. Alors on se dit, ben, on va essayer de lire entre les lignes, de retravailler, de se mettre un peu sur la ligne de rupture, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais après, on se retrouve face à des personnes qui appliquent ces règlements, qui n'ont absolument aucune idée de quoi on parle, de quelles valeurs, etc. Et c'est ça la plus grande difficulté. Donc je crois qu'il faudrait aussi revoir peut-être beaucoup dans les structures même. Donc c'est vrai que cette construction, on est arrivé à faire le chemin avec la commune sans passer par des procédures, pas une procédure, mais on a, je pense, 4 ou 5 autres chalets qui sont tous au tribunal, parce que c'est soit un voisin qui s'oppose, soit c'est directement la commune qui n'accepte pas qu'on ait une interprétation un tout petit peu plus large de son règlement. Et je dois dire qu'on a vraiment ce genre de problème entre l'altitude de la plaine, donc plus 100 mètres, jusqu'à 1500 mètres. Ça, c'est un immense problème, surtout en Valais, parce qu'il y a des a priori, vraiment, ils sont obnubilés plus que par un modèle de chalet. Et c'est simplement terrible. Oui. Mais ce n'est pas seulement le Valais, hein. C'est l'Europe entière. Oui, certainement. La même condition, non? Moi, je me rappelle que, par exemple, pour Monte Carasso, ma première règle, pour moi la plus importante, ça disait toute intervention doit tenir compte et se confronter avec la structure du lieu. Vu que cette règle, non, personne ne la comprend, et surtout les architectes ne la comprennent pas, non, pas les autres, les architectes. Alors j'ai fait une deuxième règle qui dit il faut faire une commission de spécialistes de la structure du lieu pour contrôler les projets qui arrivent à Monte Carasso. Et j'ai proposé une commission de 3 membres. Bon. Puis, un c'était moi, il manquait les autres 2. Alors j'ai dit à la commune, bon, je vais les chercher. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis retourné à la commune et j'ai dit, écoutez, j'ai une autre idée, peut-être encore meilleure. On fait une commission d'un seul membre. Parce que la commission d'un seul membre a des grands avantages. Avant tout, celui ici ne peut pas dire ont été les autres 2. Il n'a pas d'excuse. Deuxième, elle est très démocratique parce que s'il agit mal, la commune elle peut le destituer sur l'instant. Et troisième, important pour une commune pauvre, elle coûte un tiers. Je paye 3 argent, on en paye seulement 1. Moi, j'ai été à Monte Carasso pour 12 ans, le seul commissaire. C'était formidable. Magnifique, non? Et tout ça fonctionnait à la merveille. Aujourd'hui, on est à 3. Mais il faut dire qu'ils sont des employés de mon bureau. Donc, c'est pour mettre à main de nous. Et c'est la seule manière. Oui, ça serait peut-être pas mal qu'on étende cette règle partout. Oui. On va te proposer.